Voilà qui nous installe chez vous, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons donc pour l'exercice de ce soir avec notre consultant politique, tout de jeune vêtu ce soir. Bonsoir à vous, Agapita Peloma-Africa. Oui, votre jaune m'inspire. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Il y a quand même du blanc. Bon, je vois plus le jaune. Et vous m'avez l'air un peu rajeuni. Tant mieux. Vous êtes bien reposé. Enfin, tant mieux, voilà. Okay. Voilà. Nous allons démarrer comme nous savons le faire par les plateaux Agapita Peloma-Africa avant d'en venir à quelques sujets d'actualité. Déjà dans l'entretien, nous recevons ce matin le maire de Glazoué qui se prononçait donc sur ces améliorations apportées à la réforme concernant la décentralisation. Alors, pour Gilles Rondolo, c'est déjà bien ce qu'on a fait, mais on peut aller au-delà. Par exemple, permettre aux maires de tenir des entretiens avec les 3 noms qu'ils auraient sélectionnés. Une proposition qui montre quand même qu'on peut aller au-delà de ce qui a été fait à Capitaine Peloma-Africa. Oui, dans l'appréciation que nous avons faite un peu de cette décision, nous avions dit qu'on pourrait aller plus loin, effectivement. Mais il faut déjà saluer cette ouverture du chef de l'État, il faut la saluer. Il doit plus rester fermé, parce que la décision qui a été prise d'instaurer les SE, ensuite de les faire désigner de cette manière, la partie au sort, répondait à un besoin. C'était de défaire, de déconstruire l'idée que le maire peut tout se permettre. C'était de mettre fin à cette situation de déconcentration vers les communautés décentralisées, des TAR au niveau des politiques au niveau national. Donc, on sait, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Ça veut dire simplement que le conseil et l'exécutif devraient avoir assez de marge de fonctionnement. Or, la réforme n'a pas empêché, n'a pas enlevé, n'a rien enlevé au maire en termes et au conseil en termes de latitude d'action. C'est les moyens d'action qui ont été maîtrisés. Et donc, cette manière de faire répondait à un diagnostic qui a été largement exprimé en 2022. Donc, c'est normal que ce ne soit pas au goût des maires. Comme je l'ai eu à le dire, ces maires sont arrivés dans un contexte donné. Il n'y avait pas les réformes. Et les réformes leur sont tombées dessus. C'est logique qu'ils ne soient pas toujours d'accord. Et que sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et le maire dit des choses. On a eu des SE très jeunes, inexpérimentés, qui tombent, à suite desquels tombent de grands pouvoirs. Avant, on en a connu. On a connu des chefs d'administration, on a connu plein de jeunes qui ont été responsabilisés aussitôt vers la sortie de l'université. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et ils n'ont pas 22 ans. Hein? Ils n'ont pas 20 ans. Donc, ils ont quand même quelques expériences, tout au moins à l'école. Et ils ont étudié. Mais ils ne sont pas les premiers à qui ça arrive. Mais aujourd'hui, les leviers de gestion sont plus sophistiqués avec la dématérialisation et avec le numérique où tout va très vite. Et donc, parfois, le SE est sujet à beaucoup de pression sociétale ou socio-environnementale. Tout ça fait partie des aléas sur lesquels on devrait s'arrêter et analyser. D'où l'importance de la science des choses d'État avec les mains et surtout de cette décision d'ouvrir un peu le champ. Ce n'est pas suffisant. Nous proposions, quelques jours avant cette décision, que plutôt ce soit le maire qui peut-être, à qui on remet une liste et il regarde et choisit lui-même. Ce n'est pas un tirage au sort. Voilà, il y a une possibilité. Hein? Donc, la liste est déjà là. La liste est déjà là, comment on appelle ça, la base de données. La base de données. Et là, il regarde l'existant et choisit. Il peut choisir même 3. Et l'autorité peut désigner 1. J'ai expliqué qu'il y avait, avant, les organes locaux du pouvoir d'État, tout ce qu'il y a eu sur le PPB n'était pas mauvais. Hein, donc, on élisait les gens à 3, le comité central ou le bureau politique choisissait 1. Donc, on pourrait bien désigner 3, le maire peut bien désigner 3. Voilà un cas possible. Il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs cas. Il a proposé, bon, on peut faire un appel à candidature ouvert et conduit par un organe mixte et pour État central et pouvoir déconcentrer, et pouvoir décentraliser.
qui débouche carrément sur trois, toujours, parce qu'il faut toujours laisser de marge à une autorité nommante. Mais je parle de ces cas parce que c'est des cas de transition. Je prends en compte l'état de départ. Sinon, c'est au maire qu'il appartient de nommer son secrétaire exécutif. Un peu pour étendre tout son ou alors au conseil exécutif, au conseil communal. Ça doit pouvoir recevoir l'aval du conseil communal. Voilà un bémol. On dit le secrétaire exécutif est nommé par le conseil communal sur proposition du maire. Ou sur proposition du maire après avis conforme du conseil communal. Ça veut dire simplement que, et on dit la vie est donnée à la majorité simple. Voilà une possibilité. Il peut y en avoir plusieurs, comme je l'ai dit. Donc, nous sommes dans une phase toujours transitoire. Moi, je considère que cette phase, elle est toujours transitoire. Elle est transitoire, et donc, elle permet au maire de s'habituer aussi à être en dehors de ce processus, mais à travailler comme si c'était celui qui avait nommé. Parce qu'en réalité, le SE n'est pas là pour faire sa volonté. Mais il interroge les tests. Le maire n'est pas là pour imposer au cadre qu'il a nommé ses désignateurs, ses humeurs. Donc, les deux doivent trouver un champ commun, un champ d'entente, ils doivent trouver le modus vivendi pour pouvoir fonctionner en cohérence avec les textes de la décentralisation. Et chacun dans son couloir faire le travail qu'il faut faire. Donc, moi, je trouve que, oui, c'est peut-être à parfaire, oui, c'est peut-être transitoire, mais c'est déjà une belle ouverture, c'est une opportunité. Moi, c'est un cadeau du chef de l'État, dans la mesure où on a parlé beaucoup de SE, mais on ne parle pas des autres mesures d'accompagnement, notamment la possibilité de voir si on pourrait faire par commune, nommer un délégué du contrôle financier. C'est important. Ça va libérer rapidement les fuites. Il a salué cette mesure. Voilà. Oui. Donc, il y a la possibilité d'associer les maires aux projets concernant leur commune, projets nationaux. C'était même une injustice, c'est le mot qu'il a dit. Exactement. C'est dommage quand on parle de la décentralisation de collectivités territoriales qui s'auto-administrent et on leur amène des projets contrôlés depuis Cotonou. Oui, mais est-ce que c'est pas ça à un moment donné, je lui posais la question ce matin, est-ce que c'est pas à un moment donné, eux-mêmes sont défaillants, ne sortent pas pour aller chercher Non, c'est pas ça. Il ne peut pas sortir. C'est l'État central. La coopération décentralisée est maîtrisée. Il y a ça. Mais la coopération décentralisée ne peut pas tout faire. Donc, eux ne peuvent pas avoir un budget particulier. Leur budget est validé dans un contexte donné. En fait, la décentralisation, ce n'est pas la fédération. Donc, du coup, il est évident, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent que rester dans le cadre de l'État unitaire qui lâche une partie. Même le personnel des collectivités décentralisées est maîtrisé. Sinon, normalement, pourquoi ils ne font pas leur propre recrutement? Pourquoi ils ne disposent pas de leur cadre, de leur agent, parce que l'État est un. Parce que le personnel administratif est le personnel d'abord, globalement, de l'État. Maintenant, il y a des cas où la commune peut avoir son personnel. Il y a l'administration communale, avec ses règles. Ouais, donc la décentralisation doit ouvrir des champs. Moi, ce que je déplore, de manière générale, qui n'a rien à voir avec les SE, c'est le fait que nous sommes restés toujours sur ce seul niveau de décentralisation. Moi, je pense que 20 années après, et dans le cadre d'un développement intégré, surtout dans le cadre des réformes actuelles, on aurait pu aller au deuxième niveau, avec plus de marge au conseil régionaux. Donc, on pourrait en avoir 3-4 régions, je l'avais dit hier au moment de la réforme. On devrait aller peut-être au deuxième niveau où on responsabilise beaucoup plus ces conseils régionaux-là, à qui l'État central lâche une partie. Conseil régional veut dire quoi? C'est qu'on dépouille une bonne partie des directions départementales du suivi des projets. Des maîtrises d'ouvrage délégués ou des gens sont en Cotonou sur des projets qui se font en Atengou. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des missions donc, des maîtrises d'ouvrage délégués, des missions d'études, tout ça. Ouais, le ministre a dit de faire le grand tour du pays. Ouais, c'est bien, mais responsabiliser au niveau local. On peut responsabiliser un niveau de décentralisation où les questions de transport, les questions de marché, les questions de l'école primaire, les questions comment on appelle ça, du personnel administratif des collectivités locales, ces questions sont gérées
au niveau régional. Les questions de sécurité publique. Ouais, donc, et donc, les ministères centraux savent qu'ils ont des autorités décentralisées mais au niveau régional. Ils n'auront pas une pléthore, puisque région, dans l'absolu, on aura 4 ou 5, ça dépend de comment, ou même 3, ça dépend de comment on y va. Vous voyez donc, et maintenant, c'est que les gens vont unir des communes de ci, unir des communes de ça. En réalité, ils se seraient retrouvés en région. Ça, 2 niveaux de décentralisation nous auraient aimé. Il suffit d'aller faire voir comment ça se fait ailleurs. 2 niveaux de décentralisation nous auraient vraiment aidé à gérer au mieux. Bon, mais on n'y est pas. Et donc, on fait avec ce qu'il y a là. On fait avec l'existant. Dans la vision Bénin 2060, il faut vraiment qu'on s'appesantisse sur la question de la décentralisation des concentrations et qu'on pense au deuxième niveau. Non, c'est-à-dire que ça ne peut pas nous échapper, le deuxième niveau. Il est évident que, regardez, le préfet qui est auteur de tutelle de 8 communes, hein, enfin, on a 12 préfets pour 77 pour les départements qui sont un peu on a 12 préfets pour 77 communes, par exemple. C'est-à-dire qu'un préfet est là autour de 6 communes globalement en moyenne, mais il y en a qui ont 8 communes. Il y en a qui ont une seule. Voilà, il y en a qui ont... Donc, alors, pour un suivi de la tutelle régulière, là maintenant, il y a des chargés de mission qui font le travail, mais il faut... Je pense que aujourd'hui, le flux du travail et la nécessité d'impliquer les collectivités locales mérite un deuxième niveau de décentralisation. Aujourd'hui, pourquoi on a des conseils économiques et sociaux, le conseil économique et social qui est déconcentré. Voilà. C'est déconcentré. Parce que c'est utile. Mais c'est des personnalités qui ont exercé de hautes fonctions pour la plupart. Et aujourd'hui, qui ont un regard sur le développement local, qui vont remonter au Conseil économique national, central, qui va peut-être... Alors, c'est bien. Mais là, c'est toujours l'État central. Donc, ça dépend toujours de la volonté du chef de l'État. Si vous avez un chef d'État timoré, je suis désolé de tenir cette expression, qui ne bouge pas, mais les conseils ont beau faire, tout le monde n'a pas la mobilité, l'agilité, la perspicacité ou la proactivité du président Talon. Donc, il peut en arriver. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ça à la volonté du chef de l'État. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on puisse arriver de cette... si le plan PNG 2025-2035 ne l'a pas prévu, je souhaite vivement qu'on y pense et que dans le PNG 35, 45 peut-être. PND. Le plan national de développement, oui, le plan national de développement. Donc, 2035-2045, qu'on y pense réellement et qu'on passe à ce deuxième niveau. On en a besoin. C'est utile, c'est nécessaire, c'est impératif. Ça permettra aux maires de connaître où est son champ, où est son champ. Ça, et les questions de développement, qu'on veut, les grandes questions de développement, vont remonter au niveau de la région. Et comme c'est les mêmes maires, et c'est un processus qui a le même globalement pour la région, ils trouveront les mesures nécessaires avec l'accompagnement maintenant de la tutelle et de l'État central. Alors, nous avons fait également réagir le maire de Glazoué sur la contribution justement des administrés. Il a soulevé le point crucial concernant le développement à la base. Selon lui, les mairies ne peuvent pas être à la hauteur sans une contribution plus significative des administrés, particulièrement via les TAS. Alors, partagez-vous cet avis, Agapit Napoléon Maforika? Mais c'est une évidence. Comment ils vont payer? Si. Quels sont les services que la municipalité offre? Ça, c'est la qualité du service. Quand les populations savent, et je vais revenir encore sur la révolution, mais comptons d'abord sur nos propres forces. Il y avait un terme qu'on appelait canton. Canton. En fait, comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Lorsque les collectivités territoriales à l'époque, les communautés locales construisaient des écoles. J'ai contribué en tant qu'élève écolier à créer mon école. École de base, on appelait ça à l'époque Koutito Souron. Je l'ai fait. Nous allions au champ ramasser les pailles. Nous travaillions ACP, activités coopératives et de production. Nous le faisions, écolier. Il y a un jour dédié à ça, ou un après-midi dédié à ça. On le faisait, les maîtres, tout le monde le faisait. Le chef du quartier venait, les communautés venaient et nous travaillions à ça. Ça a l'air bizarre, mais c'est exactement ça. Et donc, après, ça ne peut pas bâtir du durable. Et donc, vous contribuez. Ça veut dire quoi? Que les contributions pour payer les ouvriers, ce n'est pas l'État central qui envoie l'argent.
c'est la communauté, c'est parlant de timbre canton. Ok. Bien. Je reviens aujourd'hui au temps moderne, au temps où nous sommes, pour dire, mais dans une ville comme Cotonou, si on a envie d'assainir, par exemple, le transport en commun, les motos, on les taxes. Il ne paye pas toujours. Mais il y a plusieurs manières. Si, pour avoir tel acte d'état civil, on s'assujettit à ça. C'est que les mairies ne peuvent pas créer les taxes de manière intempestive. Il faut qu'elles y réfléchissent et qu'elles en parlent, qu'elles fassent valider dans le plan de développement communal et que la tutelle soit associée, franchement. Parce que le budget, il est un. Donc, pour créer une taxe, il faut aller au Parlement. Donc, ce qu'une mairie peut faire existe. La grande est-ce que les administrés eux-mêmes comprennent concrètement Ils comprennent, les administrés comprennent. C'est ceux qui comprennent le plus facilement du monde. Ah bon? Absolument. Mais il faudrait qu'ils sentent que il y a un impact. Cette taxe impacte telle activité. Si vous dites, il y aura taxe sur, je ne sais pas quoi, la traversée de la ville, elle va nous permettre de créer un commissariat ou bien une brigade de nuit pour la sécurité. Vous allez voir, il faut payer. Il suffit de rencontrer. Mais le maire, c'est qui? C'est l'élu de la communauté, de la collectivité. Il faut rencontrer, il faut leur parler, il faut les séduire, il faut les faire adhérer au projet. Il ne faut pas leur faire tomber un projet sur la tête. La décentralisation, c'est une gestion et pas communication dynamique. Hein? C'est l'implication. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle, d'amener ça de Cotonou et de dire voilà ce que nous avons décidé. Non. Donc, nous avons envie de mettre en place une brigade pour empêcher les vols de nuit. Nous avons envie d'aider nos enfants à mieux réussir aux examens. Les lois de la décentralisation ont créé les chances dans lesquelles on peut avoir des impôts locaux. Les lois ont prévu, ils ont cadré dans les communes à statut particulier, comme dans les communes ordinaires. Donc, il ne faut pas qu'on aille un peu, chacun aille à son rythme. Oui. Donc, mais si vous restez dans le champ que vous avez offert, parlez avec vos populations. Et ça va marcher. Ça va marcher. Ça doit marcher. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut taxer. Donc, je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup. Dans nos marchés, les marchés aujourd'hui, bon, Dieu merci, le gouvernement aide au niveau central. Oui, avec les marchés modernes. Les marchés modernes, trouver un mécanisme, peut-être pour prendre par là. Et aujourd'hui, on n'a pas dit d'aller dans les dynamiques de l'impôt sur le revenu, mais maintenant, il faut trouver les produits de consommation, de grande consommation, sur lesquels on peut imposer localement et permettre aux gens d'avoir les ressources pour faire un certain nombre de trucs. Donc, peu ou prou, la méthode existe. Hein, ça existe. Les timbres, tout ça permet donc d'avoir des ressources. Pour la mairie. Il faut diagnostiquer. Lorsque vous prenez une commune, est-ce que vous avez fait l'analyse de l'environnement de la commune? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les opportunités? Mais quelles sont les menaces auxquelles la commune est? Non, c'est dynamique. Vous prenez une organisation, n'importe laquelle organisation, vous devez faire cette analyse-là. Obligatoire. Et ça vous permet non seulement d'avoir une vision, mais surtout une stratégie. Donc, vous avez une photo de votre commune. Vous avez un diagnostic que vous-même avez fait. Vous faites. Pas un diagnostic que peut-être quelqu'un a fait. En tout cas, vous devez faire le diagnostic. Ou alors, on l'a fait avant votre arrivée. Vous regardez ça et vous demandez à un petit cabinet de vous confirmer. Ou bien de vous. Bref, il y a une possibilité nécessairement de donc, disposer. Aux communes de trouver les mesures incitatives. Il faut disposer il faut d'abord avoir les informations fiables, les analyser et donc les projeter sur votre vision et voir quelles sont les mesures que vous devez prendre pour aboutir. C'est cela. Vous voyez que cette action est déjà prenante pour qu'on s'occupe des marchés de la mairie et que le SE a ce temps de s'occuper de cette question-là. C'est parce que nos maires aussi sont paresseux et ils veulent bouffer. La plupart, ils veulent bouffer comme au niveau central. C'est l'idée, c'est se faire de l'argent, se faire d'économie et aller frimer. Donc, en réalité, là, 90%, vous les analysez, il y en a qui viennent que pour ça. Je ne parle pas de ça, ceux qui sont là aujourd'hui. Ça a toujours été ça, 2002, 2003, 2005, 2008. Les maires, la plupart, on descend le principe de Edougan. Quand tu bouffes Edougan, là, c'est beaucoup d'argent, mettre de côté, détourner,
trouver comment mettre de côté quand on doit avoir 10 tonnes pour faire ce travail, comment 2 tonnes iront de côté. Donc, on ne réfléchit pas à comment dynamiser. Il y a des mecs qui ont fait ça. On a vu les résultats. Oui. Et sous la révolution, il y a des CD qui ont fait ça. Moi, je regarde toujours le bâtiment qui abrite la mairie de Porto-Novo. Mais vous savez qui l'a construit? Il vient de Tangueta. Tigri Fousseni, chef du distributeur de Porto-Novo 3. Et c'est le canton. C'est-à-dire que c'est les communautés locales de Porto-Novo 3. Non, attendez. N'évacuez pas ça. Attendez. Restons dans le présent. Attendez, non. Le fait de ne pas aller à l'histoire vous fait penser que tout doit se décider aujourd'hui. Il faut voir ce que les autres ont fait. Tigri Fousseni, je ne sais pas s'il vit encore. Mais un instituteur, il a fait construire cet immeuble, c'était le meilleur à Porto-Novo 2. D'autres chefs de district, Mme Jean Bobo a fait pour le Porto-Novo 2 et M. Gomez pour Porto-Novo. Mais non, vous regardez la mairie de Porto-Novo depuis la décentralisation encore dans le même immeuble. Mais il faut dire quoi? Bon, même si on a aménagé, ça veut dire quoi? Que ce monsieur qui a construit ça, avec terre de verdure à l'époque, pour les jeunes, avec champ de sport, à l'époque, il a donné une visibilité à un quartier comme beaucoup, qui était de la périphérie. Alors, je le dis, dans d'autres communes, c'est sûr que d'autres ont fait la même chose. Dans d'autres villes, d'autres ont fait. Mais est-ce qu'on les a valorisés? Est-ce qu'on a tenu compte de ces exemples-là? Mais c'est ça, quand on parle de ça, on va dire non, on veut nous repasser au passé. Mais notre passé ne peut pas nous faire peur. Oui, mais on a appris déjà du Non, personne n'apprend. Personne n'apprend rien. Demandez au maire de Porto-Novo s'il a l'histoire. Je ne sais pas. Mais s'il a l'histoire, il n'a qu'à s'inspirer de ça pour avoir de l'imagination. Mais c'est de ça qu'on parle. Il faut bâtir sur l'existant et se projeter dans l'avenir en créant maintenant sa propre histoire et permettre à la génération qui suit également de se bâtir là-dessus et de se projeter. C'est comme ça. C'est pas devenu comme si rien n'existait avant. Tout est possible lorsque vous avez de la volonté. Donc, il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait où il va. Yeah. Quand vous savez où vous allez trouver toujours. Ça dépend. Si ça tangue ici, vous trouverez comment trouver d'autres. Il y a toujours, comme l'a dit l'autre, il n'y a jamais de problème. Il y a que des solutions. Donc, les communautés à la base, les collectivités territoriales, les populations peuvent tout accepter. Il faut de la manière dont on représente ça. Il faut associer les notables, associer les groupes d'intérêt, associer tout ce qui impacte d'une manière ou d'une autre. Et ne pas aller faire de la politique politicienne. Hein? Je suis en réunion, on est en réunion avec le maire, on est en réunion avec le préfet, on va en réunion, le maire n'est plus présent. Il pense qu'avec le SE, comme il ne gère plus le marché, il ne doit plus travailler. Non, il a un gros travail à faire. Bien sûr, il ne se défile pas. Il a un gros travail à faire. Je ne parle pas de maire. Non, pas actuellement, mais... Non, je parle de moi, je suis citoyen. Je vous comprends. Je vis au Bénin, je regarde. Je vous comprends. Quand même, je connais le développement. Je connais le développement local. Donc, je sais de quoi je parle. Vous savez, on vit ces choses, on n'a pas les moyens de les changer. Alors, on les subit. On peut faire mieux. Yeah. On peut rêver mieux. On rêve pas grand. Voilà. Alors, Agapit Napoléon Bafouikan, le chef de l'État, a tenu un discours pratiquement de souveraineté sous-régionale au Nigeria hier concernant cette session de la CEDEAO face à la suppression de l'aide américaine sur certains projets. Patrice Talon a affirmé avoir avec force que c'est le moment pour surtout les pays africains de s'assumer, ça je le paraphrase, et de lever les goulots d'étranglement à une réelle intégration sous-régionale. Alors, le discours souverainiste de Donald Trump vient d'Afrique, on peut le dire à travers Patrice Talon. Ah non, moi je veux pas dire qu'il pense que Donald Trump est une chance pour l'Afrique. En quel sens? Vous savez, je suis partisan du comptons d'abord sur notre force. Oui, vous nous rappelez souvent de ce discours. Absolument. La caractéristique fondamentale, la première de la relation de notre pays, c'est la domination étrangère. Et l'histoire de cette domination, c'est ça. Lorsque l'autre vient financer les projets chez vous, il vous oblige à faire ce qu'il veut. Lorsque l'autre vient tout financer, l'eau, le sol, le sous-sol, il va vous imposer tout. Mais lorsque vous y allez avec vos petits moyens,
D'abord, vous ne détournez pas parce que c'est tellement petit, vous n'avez pas volé. Et vous vous concentrez sur le travail. Et quand vous avez le résultat, vous êtes heureux. Ce que vous avez fait avec votre propre argent, vous en êtes fier. Mais quand l'argent vient du néant et vous ne savez pas comment, vous n'avez pas souffert, vous gaspillez. Sommes-nous prêts? Enfin, on a toujours été prêts. C'est plutôt la gouvernance. Oui, c'est la gouvernance qui n'a pas toujours été prête. Je dis ce discours pour une politique nouvelle d'indépendance nationale date de 1972. 53 ans après. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a jeté la révolution avec... D'accord, en 90, on peut le faire. Mais après, il faut réfléchir. Oui, le discours, vous l'appelez souverainiste? Non. C'est un discours réaliste. C'est un discours de gestion. On ne gère pas proximité. Moi, je suis journaliste. J'ai appris le principe de la niche, le principe de la proximité. Elle est proximité, elle est géographique, elle est temporelle, elle est socioculturelle, mais elle est proximité. Mais comment vous pensez que vous allez faire comme... C'est même, tout ce qu'on dit là, même le concept de démocratie est un leurre. Tout est un leurre. Lorsque nous regardons les autres, nous calquons sur leur modèle. Et donc, la gestion, pas toujours par proximité, par ronde. On a parlé de la décentralisation. Vous pensez que le peuple de Kobli, les populations de Kobli ont les mêmes problèmes que ceux de Tukuntuna, alors que c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais quand moi je regarde les populations d'Afranco et ceux de Kobe, je ne pense pas qu'on ait les mêmes problèmes. C'est dit que, donc, déjà au niveau national, permettre aux collectivités territoriales de... Après, le niveau national prend le relais. Après, le niveau sous-régional prend le relais. Parce que le Niger peut vivre sans ses voisins. Est-ce que avec tout ce discours qu'il se fait, c'est dire que on a beau avoir l'aide extérieure, si on ne se met pas ensemble, on va s'auto-détruire. Ce qui se passe au point X, point dit triple, oui. C'est quoi? On ne s'entend pas. Les gens on laisse les voies libres et les gens viennent. Justement, il y a ce défi. Mais c'est justement, on doit en être conscient. Et c'est pour ça que moi, je dis que si on a des gens comme Trump qui essayent eux-mêmes de partir sans qu'on les chasse, de dire je vous laisse, nous on dépend, nous allons nous réveiller pour dire bon, en fait notre destin nous appartient. Les gens qui envoient leurs enfants à l'extérieur pour tout faire là-bas et rester là-bas, mais ils ont des rêves. Parce que j'ai dit mais il n'y a rien ici. Si on crée les conditions, le rêve sous-régional, le rêve des pères de la CEDEAO n'existe plus aujourd'hui. C'est parce que on a laissé, les gens se sont laissés aller, se sont laissés distraire. Pas des trucs comme démocratie, la CEDEAO s'est noyée, et c'est bien que les modèles que les autres ont pris des décennies pour bâtir, on vient l'imposer bas, en prêt-à-porter. Non, il faut essayer, même pour votre couturier, malgré les mesures, vous pouvez encore laisser à la fin, et on ajuste. Nous, on a pris les choses bas, on dit, bon voilà, il n'y a pas de développement sans démocratie. Mais quelle démocratie? Les gens se chamaillent toujours. Trump a pris le Capitole. En France, il n'y a pas de majorité au Parlement. Macron impose un modèle. En Allemagne, c'est les deux partis, grands partis qui gouvernent le pays. Mais finalement, quel est le modèle idoine? On nous dit liberté de presse. Lorsque la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne a bloqué son territoire aux médias russes. Alors, ça veut dire que si le peuple de l'Union européenne n'est pas suffisamment mûr pour maîtriser le modèle et le discours de l'Ukraine ou de la Russie, pourquoi le peuple africain sera prêt à recevoir les modèles que certains médias occidentaux viennent ingérer chez nous? En fait, il y a une sorte de complexe nègre qui fait qu'on ne se réveille pas et tout le monde, les gens, quand tu marques en plein midi, faut vous noyer dans des logiques occidentales. C'est bien. Quand c'est bon, on prend. Mais il faut qu'on se réveille de temps en temps et c'est un modèle. Lorsqu'il y a la dévaluation du franc CFA, les gens font beaucoup de discours sur le consommation local. Et on en est où aujourd'hui dans le consommation local? Qu'est-ce que le consommation local? Moi, quand je regarde le façon d'Anfani, je suis admiratif. Je suis admiratif. Ils en font tout. Qu'est-ce que nous faisons dans le consommation local? Les tissus qu'on fait à Bada Boma, c'est les WAS, ça vient de Hollande, que les Hollandais même ne portent pas. Ouais, et que nous portons. Et ça dit que tout est faux. Des efforts à faire, tout est faux. Il n'y a que des efforts à faire. Tout est faux dans ce que nous construisons. Et donc, le discours du chef de l'État, rappelez-vous son discours à Dakar, sur la soutenabilité de l'aide. La dette. Et également devant Macron, voilà. Face donc, très tôt devant Macron. Voilà. Donc, le chef d'État, il fait partie, il n'est peut-être pas de la révolution de 72, il n'est peut-être pas un adepte de Kérékou, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a les mêmes réflexes d'autoprise en charge. La preuve, nous organisons nos élections, on n'attend plus des partenaires techniques. On n'attend pas ça. Mais
Donc, les efforts à faire, on doit pouvoir les comprendre. On ne pourrait pas y arriver seul, c'est certain. Lui, il a une vision, Patrice Talon, il a une vision, il voit clair. Mais est-ce que autour de nous, cette envie est partagée, puisqu'on ne pourra pas y arriver seul? Vous savez, quand vous commencez par dire vous-même, vous bloquez le chemin. Allez avec ceux qui sont prêts. Là, on veut faire un changement. Actuellement, dans la sous-région, qui sont qui est prêt? Vous pensez que tout est maintenant. Non. Okay. Revoyons, je vous l'ai dit, les pères. Quand les gens créent la CEDEAO, il y a 50 ans, vous pensez, vous voyez toutes les... Allez lire la déclaration, le statut de la CEDEAO, le préambule, pour voir leur volonté. Comment ils créent la CEDEAO. Mais laissons la CEDEAO. Allons au Conseil de l'Entente, 1959. 4 pays, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, c'était les 4 pays. Après, le Togo a rejoint. Mais, Conseil de l'Entente, 1959, qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a 30 régionales ententes. Il y a l'assurance, mais on pourrait faire mieux. Après, on est allé à d'autres. En réalité, nous nous valorisons. Regardez, le truc de l'acier, du chapeau de l'acier, c'est ça qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Vous avez vu le chemin qu'ils ont fait. Mais le Schengen est quelque chose d'extraordinaire. Et autour du Schengen, il y a beaucoup d'autres logiques. La Grande-Bretagne est venue, elle est partie. D'autres pays continuent d'être là. C'est ça les modèles. Il y en a, ça démarre avec un nombre réduit. Après, avant on parlait des 12, c'est des 10, des 12. Aujourd'hui, on est au 30, 28, je ne sais pas combien. Mais on ne peut pas attendre. Le discours au Niger, c'est que le terrain est favorable. Le discours au Burkina Faso, c'est que le terrain est favorable. Il y a eu une rébellion, il y a eu une situation dans le pays que les modèles importés n'arrivent pas à régler. Toutes les bases, l'aide, tout ça là, ça servait à quoi? Donc les gens se sont finalement... Enfin, et après on leur dit démocratie, mais attends. Donc le chef est favorable. Ce n'est pas que la démocratie soit une mauvaise chose, mais il faut façonner cette démocratie à l'envie, progressivement, et trouver votre chemin. Les pays anglophones, qu'on n'a pas déstructuré, que le colon n'a pas déstructuré, essayent de s'en sortir mieux. Parce qu'on n'a pas déstructuré la base. Mais ici, le colon français a tout déstructuré. Et il faut penser comme lui, s'habiller comme lui, manger comme lui, rire comme lui. Et ça ne cesse pas. Ça ne cesse pas. Donc, on fabrique, l'école est façonnée pour le colon. Et nous y allons. Et nous apprenons les choses que lui-même a déjà abandonnées. Mais nous continuons de les apprendre. Et on les mime, on les répète mécaniquement, sans même savoir. Demandez à un cadre moyen béninois de lui vous narrer l'histoire du Bénin. Il ne va pas. Il ne va pas. Mais il y a tellement d'anomalies. Donc ne parlons pas de la situation d'aujourd'hui. Quand on dit que quand tu tombes, il faut le regarder. Ce n'est pas là où tu es tombé, c'est là où tu as trébuché. Nos pères ont eu des rêves. Regardez le rêve de Sékou Touré, qui disait aux Français, à De Gaulle, qu'on préfère la pauvreté, la dignité de la pauvreté, que la liberté, que quoi, l'indépendance dans quoi. Non, mais ce discours, il a un contenu. Mais il ne faut pas non plus être bête. Dès que vous avez dit ça, vous savez que vous avez en face une puissance qui ne va pas vous faire de cadeau. Et on ne lui a pas fait. Mais il faut réhabiliter Sékou Touré. Normalement, mais combien de pays africains, combien d'Africains connaissent Sékou Touré? Après, oui, il y a eu les dérives. Vous savez, il y a toujours les dérives qui accompagnent un certain nombre. Si que ces dérives prennent le pas sur l'acte. Donc, ne regardez pas ce qui se passe aujourd'hui. On a eu des bons moments de la CEDEAO. L'UEMOA, le franc CFA. D'accord. L'UEMOA, le franc CFA, c'est des modèles. Je ne parle pas du franc CFA, du colon. Le modèle de même franc dans l'espace UEMOA. C'est une avancée. Nous avons réalisé une union que les Européens n'avaient pas réalisé. Donc, nous, on est allé plus tôt et on a mis en place les leviers. Eux, ils sont allés pas à pas. Maintenant, c'est à nous de nous approprier de la monnaie. Mais le modèle est déjà là. Il suffit de trouver maintenant le mécanisme pour que la monnaie nous appartienne. Et ainsi de suite. Au fait, de bons jalons ont été posés. Les problèmes de Bénin et le Niger, ça va se régler sans doute. Il n'y a pas de souci. La haine contre les Blancs, les Français, machin, tout ça là. Je pense qu'avec le temps, ça va finir par se régler. Je pense que l'objectif, c'est ce que le chef d'État a rappelé. Il n'a pas dit demain, ça va être le cas. Mais il dit, c'est là qu'on doit regarder. Et il n'y a pas de choix. Et pensez-vous justement que cette CEDEAO-là, dans sa forme actuelle, a la capacité d'impulser cette vision? Je l'ai déjà dit, je vous répétais ce que j'ai dit. Si la CEDEAO avant a fait mieux, oui. c'est que celle-ci s'est égarée,
par des considérations trop politiques. La CEDEAO n'a rien à faire dans l'observation des élections. Moi, je fais partie de ça. Pour moi, c'est le côté politique. Quand la CEDEAO se mêle des politiques intérieures, on n'y est plus. Il faut laisser le champ à chaque pays de façonner son modèle et l'accompagner dans l'attente qu'il a. C'est ça le modèle. Pour moi, il faut revisiter les protocoles de Lomé. Vous ne voyez pas que c'est vraiment anecdotique que le protocole de Lomé de 99. Mais regardez le modèle togolais. Le modèle togolais se fout pas mal de l'équilibration d'Abuja. Donc, le modèle togolais se façonne. Je suis désolé pour quelques téléspectateurs qui me prennent à partie par rapport au modèle togolais, mais moi, je n'ai pas dit aux Togolais ce qu'ils doivent faire. Non, vous ne jugez pas le Togo. Non, j'ai quelques écrits, j'ai quelques personnes qui me reviennent quand je parle du cas togolais. Donc je voudrais dire non, c'est pas... Vous savez, le cas togolais n'est pas un cas unique en genre, c'est un cas qui se façonne. Si dans 100 ans, dans 50 ans, ça se remet en place totalement, on va oublier, peut-être on va raconter l'histoire d'aujourd'hui, mais on ne bâtit pas brutalement. Les révolutions existent, c'est vrai, mais on ne finit pas bâtir sur du temps. Et parfois, ce qui tant finit par se stabiliser. Aujourd'hui, le modèle, la forme du modèle togolais, c'est une forme à expérimenter. Après, lorsque vous regardez, peut-être qu'il y a le clan, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, bon, ça fait dire certaines choses là, moi, ce n'est pas mon problème. On revient. Donc, on revient. Non, mais c'est un cas. Oui. C'est pour vous dire quoi? Que chaque pays met en place son modèle. Nous avons connu notre modèle. Il n'était pas mauvais, mais il a conduit à une banqueroute. On n'a pas fait le diagnostic qu'il fallait faire. Et on a remis les mêmes cadres qui ont conduit le pays à la banqueroute ailleurs. Et on a attaqué le système. Ce n'était pas le système, c'était les cadres. Il n'y a rien à dire. Après, il y a un problème de coordination, ainsi de suite. Quand vous regardez le Burkina, avec Thomas Sankara, c'était autre. Avec Lamizana, c'était autre. Avec Jean-Baptiste Ouédraogo, c'était autre. Mais quand la révolution est venue en 1943, avec les Sankara et autres, on a rêvé tous d'être burkinabés. On est sankaristes, je suis sankariste. Mais après, on a vu ce qui s'est passé. Les gens disent qu'on veut faire de la refondation, comme il a appelé le truc. Et puis après, comparer ça maintenant au pouvoir, devenu un peu le médiateur de la sous-région. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est là encore aujourd'hui? Vous voyez, ces modèles changent. On ne peut rien imposer. Et quand vous regardez la France de Charles de Gaulle, et quand on dit que Charles de Gaulle, son histoire, c'est l'appel du 18 juin 1941. Et que c'est n'est pas une élection qu'il a mis devant, mais c'est un acte peut-être d'héroïsme. Est-ce que vous ne voyez pas que les modèles sont assez relatifs? Charles de Gaulle n'est pas un personnage issu des élections françaises, issu de la démocratie française. C'est plutôt un personnage issu de la rébellion. Donc, ça aurait pu ne pas marcher, on l'aurait guillotiné peut-être, ou on l'aurait interdit de venir en France. Et donc, aujourd'hui, c'est sur ce modèle que la France a mis. Mais sa constitution de 58 est déjà totalement laminée. Elle est là, comme une enveloppe, mais à l'intérieur, il n'y a plus les mêmes choses. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, ne serait jamais passé sur Charles de Gaulle. En France, les modèles changent. Donc, ayons l'œil sur l'essentiel. Et trouvons, il faut être des stratèges. Vous voyez, est-ce que nos chefs d'État pensent au cabinet de lobby? Est-ce qu'ils pensent aux stratèges, aux veilleurs? Tout ne se joue pas dans les salons feutrés, climatisés, avec des experts, de nos ministères des Affaires étrangères. Non. Il y a une médiation douce. Il y a un travail qui se fait loin des caméras. Pour que Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, dans les années 90, se retrouvent face à la paix, il a fait des gens pour travailler. Les accords d'Oslo. Et on peut remonter à beaucoup d'accords. Ça se joue. Il faudrait que le développement, moi ce que je reproche à Abuja, c'est que le développement ne se pense pas sur du loin. Les plans qu'on fait, on ne les suit pas. Il y a tellement d'actes qui sont pris, il y a tellement de documents qui sont signés par le chef d'État, mais dans la mise en œuvre, il y a fouille, il n'y a rien. Et c'est sur ça que la société doit travailler. L'architecture est bonne, mais le contenu est mauvais. Ce qu'on met là, c'est mauvais. Il faut penser structure normale, il faut penser l'informel. Et dans un processus de développement, on a besoin de tous les regards. Il y a les spin doctors, ceux qui sont de l'autre côté, les aiguillonneurs. Ils jouent un rôle que beaucoup ne voient pas. C'est cela. C'est cela. Donc,
La CEDEAO est utile. Mais Elle est repenser les nécessaire. mécanismes Elle doit être d'intégration. elle doit se dépoussiérer et quitter les salauds feutrés. Elle doit être une CEDEAO, comme on a dit, des nations, et pour être des peuples. Et pour être CEDEAO des peuples, il faut sur le terrain des peuples. Il faut connaître qui sommes-nous et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et quand on va le faire, en quittant Cotonou en quittant Lomé et Abidjan vers Accra, Accra vers Lomé, Lomé vers Cotonou, on verra les peuples que nous sommes et ce qu'on peut faire. Il ne faut pas aller à Bruxelles et revenir avec des prêts-à-porter. Il ne faut pas aller à Paris ou à Oslo. Non, il faut venir, il faut aller faire le tour. Et il y a plein d'intellectuels de la CEDEAO qui ne maîtrisent même pas l'histoire de nos pays africains. Comment vous voulez parler du développement d'une région quand vous ne connaissez pas? Pour moi, c'est là le vrai. La CEDEAO a plein de recommandations internationales, de diplomates partout, mais ils font quoi? Bon. Donc, les instruments sont là. Les cadres sont formés, ils ont le niveau. Après, la politique doit évoluer avec le temps. Et c'est là tout le problème. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Mais ils fonctionnent de manière un peu trop classique en regardant les modèles les modèles occidentaux. Les modèles occidentaux se sont façonnés progressivement, avec le temps, avec tant de tumulte. Quand vous regardez seulement l'histoire de la France, vous allez voir comment tout ça s'est fait. Parlons de la France de ces 5 derniers siècles. On n'a plus le temps. Vous allez voir comment ça s'est façonné. Vous comprenez, même de ces derniers siècles, tout simplement. Même de ces derniers siècles. Alors vous verrez que ce n'est pas si facile pour un pays. Donc, il faut que l'état-major intellectuel de la CEDEAO, les intellectuels donc de nos pays, commencent par dépoussiérer leurs connaissances et voir loin et commander court. Je pense qu'il regarde trop loin. Donc il faut qu'il reste ici. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouika. J'imagine que Mathieu Kérékou doit être un peu tout heureux dans sa tombe. S'il peut encore. Ah oui, parce que ces choses nous attrapent. Et quand on voit toutes les rhétoriques à la conférence nationale de ceux qui ont jeté le système, non, il y a eu beaucoup d'abus dans le système, mais qui sont les mêmes maîtres des abus? C'est les Béninois, c'est les cadres, c'est le silence des gens, c'est la condescendance de ceux qui sont de toute la région. Bref, Mathieu Kérékou, on se retrouvera Mathieu Kérékou a des raisons d'être tout heureux aujourd'hui. Mais si on ne travaille pas justement, si on n'active pas... En tout cas, lui peut être tranquille dans sa tombe, il peut dormir en paix. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouika. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour le décryptage de ce dimanche. Nous avons parlé de ces innovations ou de ces améliorations apportées dans la réforme de la décentralisation. Et nous avons achevé sur ce discours de Patrice Talon qui voudrait maintenant que les pays africains lèvent les goulets d'étranglement à l'intégration sous-régionale, puisque c'est le moins plus que jamais, voilà, de penser au développement de l'Afrique à travers la sous-région. Nous vous rappelons que ce décryptage est à nouveau disponible demain après le bulletin de la mi-journée, sans oublier que vous pouvez le suivre sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.